C'est parti. C'est parti. Boker Tov, Shavua Tov. Nous reprenons dans la Gemara, dans le 6e chapitre de Shabbat. Nous sommes page Samoché Amoud Bet, page 65b. Donc je rappelle le sujet. On a dit que le père de Shmuel confectionnait des mikvaot pour ses filles au mois de Nissan, pendant les jours de Nissan. Ça tombe bien, là maintenant on va y arriver au Nissan, c'est de circonstances. Et pour quelle raison? Parce que avant elle se trempait dans le fleuve, mais à partir de Nissan on ne peut pas se tremper dans le fleuve, parce que il y a une majorité, ou il risque d'avoir une majorité d'eau de pluie dans le fleuve, parce qu'il y a eu, c'est la fin des saisons de pluie au printemps, c'est la fin de la saison des pluies, c'est la fin de la fonte des neiges, la neige de Hermon, qui est arrivée finalement, qui a dû tomber finit par arriver dans l'Euphrate, et donc si la majorité, à voix de Shmuel pense que si la majorité de l'eau du fleuve, elle est constituée d'eau de pluie et non pas de l'eau naturelle du fleuve, elle ne peut plus servir de purification parce que l'eau de pluie ne peut purifier qu'à l'état stagnant. Donc quand on est dans un mikvé, c'est stagnant, il n'y a pas de problème, mais lorsque c'est tombé dans le fleuve, il y a le courant du fleuve, donc l'eau elle court. Donc tant qu'il y a une majorité d'eau naturelle, l'eau fluviale, celle-là, elle peut purifier en courant, mais pas l'eau de pluie. Donc si l'eau de pluie devient majoritaire, alors ça rend pas sûr le fleuve. C'est pour ça qu'il leur faisait des mikvaot. La Gemara a dit que ça c'est conforme à ce que pensait Rav, et par contre c'était en désaccord avec ce que disait Shmuel. Parce que Shmuel disait que le fleuve s'auto-nourrit, en quelque sorte, même que lorsqu'il augmente, on voit que le niveau augmente, c'est lié au rocher, à la source qui augmente en fait, mais c'est pas lié à la pluie. Voilà ce qu'on avait dit. Et après on avait dit que Shmuel lui-même se contredisait. Ça aussi c'est un problème qu'il faudra étudier. Est-ce que ça veut dire qu'il a changé d'avis? Ça peut arriver, hein. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc c'est possible. Ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Parce qu'après, Shmuel, on voit que Shmuel aussi disait que le seul moment de l'année où on peut se baigner dans une eau courante, c'est en Tishri. Parce que c'est la fin de la saison, c'est la fin de l'été, donc le soleil a fait son travail, a fait évaporer toute eau de pluie. Donc il se contredit. Il disait qu'il n'y a pas d'eau de pluie, c'est pas l'eau de pluie qui augmente le niveau. Alors on a un Tosfot à faire là-dessus, c'est là qu'on est resté la dernière fois, justement sur cet enseignement de Shmuel qui contredit l'enseignement de son père, alors que le père disait qu'il y a un risque que la quantité d'eau du fleuve au printemps soit plutôt majoritairement faite d'eau de pluie que de l'eau fluviale. Eh bien Shmuel avait dit le contraire. Donc nous prenons le Tosfot d'Ibur Amatril de Amar Shmuel, Nahara Mikipe Mitbarer, car Shmuel avait dit que le fleuve se mitbarer, se bénit littéralement, c'est-à-dire augmente de volume, Mikipe de par son rocher. C'est ce que Tosfot a expliqué, reprenant plus ou moins les mots de Rashi. Perouche, Mimekomo. Alors Mimekomo ça veut rien dire, et il y a une correction dans l'édition Zohadar, Mimekoro. Rashi aussi avait dit Mekoro. C'est vrai qu'il y a une lettre de différence, un copiste a pu facilement se tromper. Donc Makor, c'est la source. Donc de sa source, lorsque le fleuve augmente de volume, ça provient de sa source, ou mis al-o, et de son rocher. Donc la source, elle traverse un rocher. Comment on le sait? Parce que c'est là, quand on trouve dans la Torah le mot c'est là, par exemple par rapport au rocher sur lequel Moshe a frappé, par deux fois, dans deux épisodes différents, le Targem Kippa, le Targum Onkelos, la traduction en araméen de Onkelos, rend le mot Sela par le mot, pas Kippé, mais Kippa, il faut corriger là aussi. Et donc, c'est ça ce que ça veut dire, Mikippé, Mitbarer, il se bénit de son rocher. Minevi Ato Mitbarer, en d'autres termes, il se bénit, il s'auto-bénit, c'est-à-dire qu'il augmente de volume de son propre jaillissement. Velom imek shamim, et ça ne provient pas de l'eau de pluie, contrairement à ce qu'avait dit Avoua de Shmuel. Donc jusque-là, il n'y a rien de nouveau, ça confirme ce qu'on avait vu dans Rashi. Mais Tosfot a posé une question qu'on s'était posée la dernière fois, Veim Thomas. Tosfot pose la question,
Vea kachazinan shemechamat ageshamim em gedelim. Mais comment on peut dire ça? Nous, on voit bien que c'est parce que c'est la pluie qui est responsable du fait que ça augmente de volume. Parce qu'on voit bien qu'il y a un niveau, et tout d'un coup, s'il se met à pleuvoir, de manière conséquente, on voit que le niveau monte. Donc comment est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas lié à la pluie? On voit bien, nous, dans la constatation expérimentale, Chazina, nous voyons de nos yeux, chez Mechamat Ageshamim, que c'est du fait des pluies, Gedelim, que l'eau augmente de quantité. Alors comment il peut contredire la réalité qui est constatée par nos propres yeux? Yeshloma, et voilà la réponse, que de Hamar B'Masechet Ta'anit, c'est comme on voit, comme il est dit dans le traité des jeûnes, Daf Kafé Amoudbet, She'en lecha tefach yored milemala she'en tifchaim olim kenegdo milemata. Il n'existe pas, en lecha, c'est-à-dire tu n'as pas, littéralement, c'est-à-dire il n'existe pas que descendent, yored, descendent, milmala, du haut, c'est-à-dire par la pluie, tefach, une palme, 10 cm. C'est-à-dire, tu n'as pas 10 cm d'eau qui rentre d'en haut vers le fleuve, chez Entifraim Olim Konegdo Milemata, où il n'y aura pas en parallèle 2 tefar, 20 cm, qui vont venir d'en bas. Chaque fois que d'en haut vient un tefar, il y aura 2 tefars en bas. Donc, ce qui veut dire que c'est vrai qu'il y a de la pluie qui rentre, mais quand on dit qu'on n'a pas à en faire, en fait, quand on dit que c'est pas la pluie qui est responsable de la montée du fleuve, ça veut dire que c'est pas la pluie qui est essentiellement responsable. Elle est un petit peu responsable, mais c'est minoritaire, puisque j'ai chaque fois un rapport de 1 à 2. Et donc, chaque fois qu'il y a un téphar de pluie, il y a 2 téphars qui proviennent du jaillissement naturel du fleuve. Donc on se trouve toujours en majorité. Voilà comment Tosfot résout le problème, ce qu'on dirait aujourd'hui en français, corrélation n'est pas causalité. C'est ce qui est à la mode aujourd'hui de dire ça. On a vu une corrélation, la question c'était il y a la pluie qui tombe, il y a un niveau qui monte, donc tu vois bien que c'est pas causalité. C'est vrai qu'il y a une corrélation, mais c'est pas ça qui est responsable essentiellement de la montée du fleuve. La montée du fleuve, elle est bien en bas. Par quel mécanisme ça se produit? Alors, c'est la Gemara dans Ta'anit, à la limite, on n'est pas censé savoir davantage. Mais il se trouve que le Sfatemet pose ici une question. Et il dit la chose suivante. Il dit, mais dans l'histoire du père de Shmuel, dont on a vu qu'il faisait le mikvaot en Nissan pour ses filles, et que la Gemara nous dit que Shmuel n'est pas d'accord avec ça. Mais pourtant, dans le cas de l'Euphrate, il n'y a pas que le phénomène de la pluie, on l'a dit tout à l'heure, il y a le phénomène de la fonte des neiges. Et donc, ce que dit la Gemara là-bas, il ne parle que de la pluie. Alors peut-être que par rapport à la pluie, il y a un rapport de 1 pour 2, mais qu'est-ce qu'on fait de la fonte des neiges? Il dit comme ça, la Gemara ne dit pas que si un homme verse une cruche d'eau dans le fleuve, qu'il va y avoir deux cruches d'eau qui vont venir d'en bas. C'est juste quelque chose qui est lié à la pluie. Et donc finalement, le problème reste entier. Parce que, d'accord, la pluie tu as résolu, et qu'est-ce que tu fais de la fonte des neiges qui elle va se rajouter à la pluie, et peut-être qu'ensemble, à eux deux, ils vont faire un vent. Voilà la question du Sfatemet. Et il répond qu'en fait, quand on a apporté l'explication de Shmuel, alors c'est vrai que Shmuel ne parle que de la pluie, mais c'est juste un appui, c'est pas l'essentiel. L'intention essentielle, c'est que on constate constamment que proportionnellement à, alors comment il dit ça, de Chazinan, de Kefir Riboui à Maïm, Ken Amakor,
Va'amayan gam ken mitrabe ou mitrazek yoter. C'est-à-dire que la constatation qu'on fait, c'est que lui, c'est vrai que Shmuel n'a parlé que de la pluie, mais c'est valable pour n'importe quoi. On constate que chaque fois qu'il y a un rajout d'eau, quelle qu'elle soit, corrélativement, il y a une quantité supérieure qui provient naturellement d'en bas. Alors, il n'y a toujours pas l'explication du phénomène, mais en tout cas, il dit c'est vrai que la Gemara de Ta'anit, plutôt quand la Gemara de Ta'anit, quand Tosfot a apporté la Gemara de Ta'anit, c'est juste un appui, mais en fait l'idée de Shmuel c'est beaucoup plus large. C'est que d'une manière générale, on n'aura jamais de cas où quelque chose qui vient d'en haut l'emporte sur le fleuve, parce qu'il y aura toujours plus qui va venir d'en bas. Pourquoi est-ce que... Alors, un instant, je voudrais compléter cela. Alors voilà, pour compléter ça, je voulais vous citer un roche. Il y a un roche, alors je pense que c'est le Sfatem qui l'amène déjà, un roche dans les Tchouvot. Rabbeinu Hacher, il a écrit son commentaire sur son code que nous avons derrière, ce qui est un roche. Mais à part ça, il a aussi écrit des Tchelot ou Tchouvot, moins connues, mais importantes aussi. Dans le Klal, Lamed Aleph, Siman Yud Aleph, et c'est cité par le Bet Yosef, donc c'est important. Le Bet Yosef, ce qui est repris par le Bet Yosef a valeur halachique, souvent. Alors il dit ainsi, Afalpi sheyesh bana'ar eser yadot ma'im nima she'aya bitrila. Même si on constate que le niveau du fleuve a augmenté 10 fois par rapport à ce qu'il avait auparavant. Donc c'est vraiment la crue. Lo chayshinan shema ravu anotfim alazochlim. Et malgré tout, on n'a pas à craindre que la pluie ou l'eau non courante de base est majoritaire. Pourquoi? Alors là, vous allez avoir une explication un peu du phénomène. Le fi sherov tigboret hamayim ou makom noviato. Parce que la majeure partie de tigboret hamayim, de la force de l'eau, de la quantité d'eau, de l'intensité de l'apport de l'eau, ça vient de makom noviato, de l'endroit d'où il jaillit. Pourquoi? C'est que chez Yordin Geshamim, parce que lorsqu'il pleut, Va'avir ha'olam mitlachleach, que l'atmosphère, Avir ha'olam, c'est l'atmosphère, l'air du monde, mitlachleach devient humide, Venase ratouv, il devient mouillé, Gam mekor hana'ar, la source du fleuve également, Meimav, Mekabelim, Shefa, Milachluchit ha'avir. Il y a aussi une augmentation de l'humidité du fleuve naturel, de la source naturelle du fleuve, qui provient de l'humidité de l'atmosphère. Umotzi ma'im beshefa, et donc elle sort de l'eau en grosse quantité, Vana'ar mitgaber ve'oler ve'rave me'atzmo, de sorte que c'est le fleuve qui augmente et qui devient plus puissant de par lui-même. C'est les nappes phréatiques, en fait. C'est les nappes phréatiques qui débordent, qui remontent. Alors je ne sais pas si la nappe phréatique c'est la même chose que. Je me suis posé la question. La nappe phréatique, je sais pas. Hein? C'est aussi une nappe dans une roche. Mais c'est pas. Est-ce que c'est pas une eau comme un lac, c'est-à-dire une eau qui est complètement immobile? C'est pas quelque chose qui jaillit? La phréatique, c'est des cours d'eau souterrains. C'est un cours d'eau, donc ça veut dire qu'il court. Souterrain. Et en plus, ça peut faire je me suis posé la question. J'avais pas si la nappe, parce que le mot nappe, la nappe, ça laisse entendre que ça bouge pas. Alors, il y a des rivières souterraines, il y a des flux. Alors il y a les uns, il y a l'autre, il y a deux sortes de nappes phréatiques. Alors. Et c'est celle-là qui a la différence. C'est généré par la pluie d'ailleurs en général. On dit c'est la pluie qui. Mais donc j'en ai conclu que donc c'est quelque chose qui est stable. C'est pas quelque chose. C'est très stable parce que quelle que soit la quantité de pluie qui tombe, c'est toujours la même quantité qui rentre dans la phréatique, la même vitesse. Donc même s'il pleut beaucoup ou pas beaucoup, vous avez la même quantité qui arrive dans le... Ah ben non, ils disent qu'il n'y a pas assez. Non, parce que ils disent souvent qu'il n'a pas plu suffisamment pour reconstituer la même s'il pleut phréatique. beaucoup, c'est pas grave.
Est-ce que la vitesse de traversée du sol jusqu'à les dizaines de mètres en bas Ouais. est la même, quelle que soit la quantité d'eau qui est au-dessus? En plus de ça, à peu près toujours la même quantité qui rentre dans les nappes phréatiques, quelle que soit la pluie qui tombe. Donc vous dites ça va de toute façon y arriver, mais ça ne Oui, sera ça pas va la y même arriver. quantité. Ce sera évidemment Ça pas la sera même toujours la même quantité. quantité. Comment la même quantité? Est-ce que le reste évapore? Le reste? Non, donc j'ai vu une émission dessus. Pour traverser la Terre, l'eau le fait toujours à la même vitesse. D'accord. Et la même quantité. Donc s'il y a plus d'eau en haut, il y aura toujours la même quantité qui rentre dans la nappe phréatique. Oui, mais à la fin, mais une fois que la première quantité est dépassée, il y a la suite qui va arriver. Ça va augmenter, bien sûr. Donc voilà, donc l'idée elle est là. L'idée elle est là, c'est qu'il y a indépendamment de l'eau qui tombe dans le fleuve, et même si c'est de l'eau de la fonte des neiges ou quoi que ce soit, il y a des phénomènes climatiques qui font que quelque part par en dessous également ça se régénère et ça ressort. C'est ça, elles sont saturées. Voilà, c'est ça. Alors là, Les crues, oui. D'accord. Les crues. Oui, les crues, là. ça sort par des sources. Quoi. Voilà, donc À faire de l'hydrologie. Même quand tu imagines la nappe phréatique sont alimentées par l'eau. alors ça c'est autre chose, c'est ça que je voulais rajouter. Il l'a pas dit ça, le Roche. Moi j'ai dit dans ces conditions-là, on pourrait imaginer que c'est comme vous disiez, que c'est la pluie qui rentre dans le sol et qui vient réalimenter la nappe phréatique et qui vient ensuite remonter dans le fleuve. Il n'a pas dit ça. Lui, il n'a pas dit ça. Peut-être, c'est vrai aussi. Sauf que ça pose un problème parce que tout dépend du statut de la nappe phréatique. Si vous me dites que la nappe phréatique c'est un cours d'eau, j'ai pas de problème avec ça. Et si, j'ai quand même un problème avec ça parce que alors peut-être que l'eau de pluie va devenir majoritaire en bas aussi. Et alors il faudrait dire que là, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'une fois qu'elle a disparu et qu'elle est rentrée dans le sol, elle perd son statut d'origine de pluie. Et on considère qu'elle est ex nihilo, qu'elle devient source. Donc c'est problématique. Peut-être que le Roche n'a pas voulu rentrer là-dedans. Donc ça, la question reste ouverte, vous pourrez trancher comme vous voulez. Le fait est que Shmuel pense que concrètement, il y a toujours plus dans le fleuve au final, il y aura toujours plus d'eau naturelle du fleuve que de l'eau qui est venue de l'extérieur. Maintenant, vous pouvez intervenir. Si on considère que l'eau de pluie, ce n'est qu'une eau qui retourne à sa source, puisqu'elle a comme origine l'eau d'en bas. Non, l'eau c'est la mer. L'eau de pluie, c'est la mer. C'est pas l'eau, c'est l'eau de la mer qui alimente les fleuves, peut-être, mais c'est à peu près la même chose. Non, mais non. Donc c'est une eau qui était en bas, qui est remontée, qui retrouve en bas. Pourquoi elle n'aurait pas le même statut que sa source? Non, on a parlé de ça. On a dit que le statut de l'eau de pluie dépend du statut qu'on donne à la mer. Enfin, d'après certains, d'après le Ritva avait dit ça. Le Ritva avait dit que si on considère que la pluie est considérée comme quelque chose qui ne peut purifier que lorsqu'elle est immobile, c'est on est possède comme Rabbi Meir qui dit que la mer. Parce que dans la Torah, elle dit dans Bereshit, rappelez-vous, le mikvé hamaïm, hamaïm, tara yamim. Donc les mers, c'est un mikvé. Donc comme les mers, c'est un mikvé, la pluie, c'est un mikvé. Et le mikvé, il ne peut purifier que stagnant. Donc c'était lié à ça. Maintenant, on avait vu d'autres explications qui disaient que ça n'a rien à voir, que même si on considère que la mer, c'est considéré comme un fleuve, parce qu'on fait halakha comme ça, nous, comme Rabbi aussi, que le fleuve que la mer est considérée comme un fleuve et que la mer elle peut purifier en courant, c'est pas un problème. Comme ça, on est possède la halakha, mais la pluie c'est différent. Et la pluie c'est différent parce que panim chadashot baou le kan, parce qu'à partir du moment où elle s'évapore et elle se recondense, elle a perdu son statut de mer. Il faut aussi voir les choses comme ça. On a déjà mentionné ces possibilités là. Voilà, ça c'était la première partie. J'ai coupé le Tosfot en deux parties. La première partie, c'est la partie commentaire, et la deuxième partie va être halachique. Parce qu'on sait que Tosfot joue sur les deux tableaux, alors que Rashi, c'est le commentateur par excellence. Il est excessivement rare que Rashi
fasse des incursions dans le domaine de la halakha. Il ne le fait que quand c'était des problèmes qui étaient brûlants à son époque, il fallait trancher. Le Tosfot, lui, très souvent, dit, bon, on a vu dans la Gemara qu'il y a différentes écoles, maintenant comment on tranche? Donc ici, on a ce problème-là. Donc c'était cette question-là qu'on a déjà soulevée la semaine dernière. On a finalement, on a eu ici deux opinions. On a l'opinion de Avoua de Shmuel, de Rav et de Shmuel lui-même, puisqu'il s'est contredit. On a trois autorités qui disent qu'il y a à craindre que l'eau de pluie soit majoritaire et que de ce fait, lorsque cette crainte existe, on ne peut plus se tremper dans le fleuve. Et on avait Shmuel qui disait, mais non, on n'a rien à craindre puisqu'il y aura toujours plus d'eau naturellement courante que d'eau de pluie dans le fleuve. Je se pose la question de savoir, alors la halakha, elle est comme qui? Avec une nafkamina, une application pratique énorme. Est-ce qu'on peut se baigner ou cachériser les kélim, pas cachériser, faire tvilat kélim de la vaisselle n'importe quand dans l'année, ou alors est-ce qu'il faut regarder le niveau des fleuves et ne pas le faire en hiver? Voilà la question. Alors, on revient à notre Tosfot. Le grand possède de l'époque, c'est Rabbeinu Tam. Vaomer Rabbeinu Tam, petit-fils de Rashi. Rabbeinu Tam dit de ilcheta kavate de Shmuel. Formidable. Là, la halakha va dans le sens de la kula, comme Shmuel. Comme Shmuel, le Shmuel qui a dit que Nahara mikipé mitbarer. Et donc, d'après Rabbeinu Tam, le problème est réglé. Alors, d'où il sort ça? Maïteraya, Rabbeinu Tam a apporté une preuve, mi perek batra de Bechorot, du dernier chapitre du traité Bechorot, page 55b, de Tanya. On apporte une braïta. Rabbi Meir Omer, lo prat shemo, et la yovel shemo. Donc il s'agit de l'Euphrate, du fleuve l'Euphrate. Quel est son nom? Rabbi Meir dit en fait il ne s'appelle pas Prat, il ne s'appelle pas l'Euphrate à la base. La Yovel, son vrai nom c'est Yovel. Velama nikra shmo Prat, mais alors pourquoi on l'appelle Prat? Shememav parim veravim, parce qu'il a une propriété spéciale que son eau fructifie et augmente, Piria verivia. Et donc c'est cette faculté d'autorégénération du fleuve, c'est ça qui lui a donné son surnom, mais ce n'est pas son vrai nom. Voilà ce que dit Rabbi Meir. On reverra avec plus de détails cette citation plus tard dans le Ram. C'est une contraction. Pardon? Perat, c'est une contraction. Voilà, Perat, c'est une contraction, je ne dis pas que non, ce n'est pas une contraction, mais ça vient de poré. Ça vient de para. Para, comme Piria verivia. Alors, Tosfot continue et dit, oui, velav dafkan akat prat. C'est quoi la question qui se pose? Il dit, oui, mais d'accord, mais ça c'est juste sur l'Euphrate. Mais nous, notre question, nous on est en France, on n'a pas l'Euphrate chez nous. Nous, on veut savoir ce qu'il en est de la Loire, ce qu'il en est de la Seine. Donc, qu'est-ce que tu m'apportes de preuve avec l'Euphrate? Alors, il dit, non, l'Avdafka, c'est pas uniquement Nakat Prat. Ce qu'il a dit, ça ne vaut pas uniquement pour l'Euphrate. De où adin le Chol Naharot. En fait, si on le dit pour l'Euphrate, c'est que c'est valable pour tous les fleuves. Il n'y a pas de différence de constitution entre ce fleuve et les autres fleuves. Alors pourquoi il a parlé de l'Euphrate? V'adenakat Prat, la raison pour laquelle on a parlé de l'Euphrate, Mishum Sheu Gadol Mikol Naharot, parce que c'est le plus grand de tous les fleuves. Et donc c'est pour ça que c'est pour lui, c'est à lui qu'on l'a appelé de la propriété qui était la sienne. Ou le fils chez où, mais Eretz Israël. Et puis il y a une autre raison aussi, parce que c'est un fleuve qui coule en Eretz Israël. Donc il y a l'Euphrate a deux raisons d'être mis comment on dit, en lumière, en exergue. C'est parce que c'est le plus grand des fleuves, et en plus il est en Eretz Israël. Alors, comment on sait que ce texte-là appuie la position de Shmuel? Des Kamarasa Atam, parce que là-bas on dit, mais ça y est, les Shmuel. La Gemara de Bechorot, elle dit elle-même que cet enseignement de Rabbi Meir, il vient appuyer la position de Shmuel, de Amar, Naama, Mikipé, Midbarer, qui a dit que le fleuve
se régénère de lui-même, de son rocher. Ve'al ze anu somchim litvol benarot afilu im gadlu me'od. Et là, c'est la conclusion de Tosfot Halacha le Maaseh. Donc il y a le psak et puis il y a Maaseh. Concrètement, comment ça se passe? Alzé, c'est sur cette décision de Rabbeinu Tam, à nous, que nous, les Baalei Tosfot, les rabbins français du Moyen-Âge, nous fondons l'Itbol Benarot pour permettre de se tremper dans les fleuves, à Filum Gadlou Me'od, même s'ils ont énormément monté de niveau. On n'a pas de problème, on sait que ça vient de la base plus que de la pluie. Voilà la conclusion de Tosfot, claire, nette, sans bavure. Et là, maintenant, on va se poser la question de savoir, oui, mais l'Halacha, c'est pas le Rabbeinu Tam qui va la trire aujourd'hui, c'est le Shulchan Aruch avec le Roma. Donc il faut savoir qu'est-ce qui est advenu de l'Halacha au final. Et pour ça, il faut voir la position des autres grands décisionnaires qui sont, comme je le rappelle, le Rif, le Rosh et le Rambam. Dans l'ordre plutôt le Rif, le Rambam et le Rosh. Mais avant de faire le Rif, on a l'habitude toujours de regarder dans Rabbeinu Hananel. Parce que Rabbeinu Hananel, en général, le Rif adopte les positions de son maître Rabbeinu Hananel. Alors regardons Rabbeinu Hananel, essayons de déduire de Rabbeinu Hananel comment il a tranché. Donc regardez, Rabbeinu Hananel, essayez de trouver le passage qui commence par Veshe Amar Shmuel Nara Mikipe Mitbarer. Vous l'avez? Il y a un moment donné où il cite notre Gemara, mais on va juste focaliser sur ce Shmuel. Donc, chez Amar Shmuel, ce qu'a dit Shmuel, Nara Mikipe Mitbarer, le fleuve se bénit de son rocher, Kelomar, il explique lui-même qu'est-ce que ça veut dire. Anahar Hagadol Minasela Sheyotse Mimenu. Le fleuve, le grand fleuve, provient du rocher dont il sort. Mishum Nirbat Meliato, par le fait que c'est un terme un peu difficile à comprendre. Nirbat, ça vient de Nirbé, l'augmentation Meliato de son remplissage. L'augmentation de son remplissage. Velomime Amatar, et ça ne vient pas de l'eau de pluie. Pliga à la voix de Shmuel, ve'al Rav. Alors ce que dit Shmuel, c'est en désaccord avec ce que disait son père et ce que disait Rav. Ve'od, et en plus, dit vrai Shmuel sotrise, que les propos de Shmuel se contredisent l'un l'autre. Ve'kanamar, kime amatar, enamemalimanahar, elamikipe mivrir. Ici, il dit que l'eau de la pluie, ce n'est pas eux qui remplissent le fleuve, mais il se remplit de lui-même, de son rocher. Ve'od amar, mais à part ça, il a aussi dit Enamayim metarim bezochlim et la prat beyometish ribilvad, qu'on ne peut pas se purifier dans l'eau courante que dans le prat en tishri, exclusivement. Miklal de Beshar achodashim, zulati tishri, kenotfi même. Ça prouve qu'on considère qu'à part le mois de Tishri, tous les autres mois de l'année, et c'est considéré comme le statut du fleuve, le statut d'eau de pluie, de gouttes de pluie, de Geshamim Ravu Alair, ce qui sous-entend qu'ils pensent que la pluie est majoritaire. Stop, voilà tout ce qu'il dit. Donc quelle est l'impression qui ressort de ça? La halakha est comme quoi? Que c'est pas la pluie qui augmente le volume. le contraire. On voit très bien, il a dit, ce que Shmuel a dit, ça contredit la voix de Shmuel, ça contredit Rav, mais il se contredit lui-même. Sous-entendu, on n'en tient pas compte. Et donc la race, c'est qu'on ne peut pas se tremper dedans à part au mois de Tishri. Pardon? L'opposé, le Tosfot. Donc l'impression qu'on a, bon, il n'a pas dit clairement, mais ça ressort clairement. Et donc on a l'impression, on a l'intuition que le Rif dira aussi le contraire de Tosfot. Donc on va maintenant passer au Rif pour voir qu'est-ce que le Rif pense.
Alors le Rif est très court dans tout ça. Il ne ramène pas grand-chose. Donc la troisième ligne, enfin dans mon édition c'est la troisième ligne, Avoua de Shmuel, Loshavik le ou le Bnate, de Evian, Nafkan, Bechute. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara, c'est de là qu'on était parti. Hein. Je vous rappelle que pourquoi est-ce qu'on a parlé de toute cette histoire de mikvé. Nous au début on parlait des rubans ou des fils qui ont été dans les cheveux. Est-ce qu'on avait le droit de sortir avec le Shabbat ou pas? Parce qu'on avait cité cette Gemara que le père de Shmuel ne laissait pas ses filles sortir avec des fils. Velo shavik le ou le mikna be'adadi. On avait vu aussi qu'il ne les laissait pas dormir dans le même lit ensemble. Vavid le ou mikvé beyome Nissan. Et aussi qu'il leur confectionnait un mikvé pour les jours de Nissan, ou maftse beyome Tishri, et des nattes pour les jours de Tishri. Et c'est tout ce qu'il rappelle. Tout le reste, après, il revient sur les... Donc, il ne ramène rien de tout le reste, de ce qu'on a vu dans la Gemara, qu'il pense comme Rav, et il est contraire à Shmuel, et que Shmuel se contredit. Il n'amène rien. Qu'est-ce qu'on peut en conclure, à votre avis? On peut déduire quelque chose ou pas? Alors, le Beth Yosef va dire, le fait qu'il ait rapporté l'enseignement de Avoua de Shmuel sans rien de plus, donc qui disait qu'il faisait des mikvaot pour ses filles, ça prouve qu'il considère que la halakha est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se tremper au mois de Nissan, on ne peut pas se tremper dans le fleuve. Donc on voit qu'il fait halakha contrairement à Rabbeinu Tam. Et c'est bien ce que dit, ce qu'on avait l'impression qu'on avait, c'est comme Rabbeinu Hananel. Parce que le Rif, ce qu'il ramène, c'est la halakha pour lui. Donc le fait qu'il n'a même pas ramené le Shmuel qui disait que Mikipé Midbareh. Donc s'il n'a pas ramené, c'est que ça n'existe pas. On ne fait pas cas de cela en tout cas, au niveau de la halakha. Donc notre impression est, on va voir si elle est confirmée, qu'il y a une machloket entre le Rif et Tosfot. Nous, ce qui nous importe par rapport à la halakha, c'est, je rappelle que le Shulchan Aruch, c'est le Beth Yosef, à Yosef Karo, dans son introduction, il dit, moi je suis un tout petit, je peux pas, c'est pas mon opinion qui va trancher, donc ma démarche, ma méthodologie dans la halakha, ça a été de sélectionner les trois principaux décisionnaires, et je vais après la majorité. Et les trois principaux décisionnaires, pour lui, c'est le Rif, le Rambam et le Resh. C'est tout, il ne fait pas qu'à des autres. Et après, on va là, c'est mathématique, 2 contre 1. Donc on a besoin essentiellement de savoir ce que diront maintenant on a vu le Rif, on pense avoir vu le Rif, le Rosh et le Rambam. Et pour cela, on va étudier le Ran. Mais le Ran ne va pas traiter que cela, il va encore aborder un certain nombre de points, comme vous allez voir, très intéressants, sur lesquels on n'a pas encore, c'était pas appesanti dessus, on va dire. Alors, le premier ran, il y avait un premier ran, Udamrinan Vavidlu Maftse Beyom Tishri sur les Maftse, on l'avait déjà fait à l'époque, donc je n'y reviens pas. Il y a un deuxième ran qui commence par les mots Avidlu Mikvaot Beyom Nissan, il ramène rien de particulier, il ramène plus ou moins le pshat de la Gemara avec Rashi. Donc nous, on va démarrer le paragraphe qui commence Udamrinan Beyom Nissan. Vous l'avez? Ou Amrinan Beyome Nissan. Il s'agit donc du père de Shmuel qui avait confectionné des mikvaot, sous-entendu que le fleuve n'était pas utilisable. À quel moment? Au jour du mois de Nissan. Ikamanda Amar, de l'Avdavka de Yomé Nissan. Il y a quelqu'un qui dit, on ne sait pas qui, il ne dit pas son nom, c'est-à-dire qu'il y a un auteur du Moyen-Âge, un Rishon, parce que vous vous rappelez qu'il disait comme ça, comme on l'a vu dans le Rif, il disait qu'en Nissan, il faisait des mikvaot, et puis il faisait des nattes en Tishri. Et alors on avait posé la question, oui mais Nissan c'est un mois et Tishri c'est un autre mois. Il reste encore 10 mois, qu'est-ce qui se passait pendant ces 10 mois-là? C'est ça la question.
Par exemple, si on dit qu'il le faisait en Nissan parce qu'il y avait un problème de pluie, mais en Iyar, il n'y avait plus de problème de pluie, pourquoi juste en Nissan? Ça, c'est un point sur lequel on n'avait pas travaillé. Donc, le bonhomme, lui, il s'attelle à cela. Ikamanda Amar. Donc, il y a un auteur qui dit de l'Avdavka Beyom Nissan. Quand on a dit jour de Nissan, c'est pas à prendre stricto sensu. Et là, où a dit le Chol Hashana. En fait, c'était toute l'année. Chutz Miyome Tishri. Juste à l'exception de Tishri. Quand on a dit Nissan, c'est Nissan et toute l'année, excepté le mois de Tishri. Parce que le mois de Tishri vient juste après l'été. C'est le seul mois où on est tranquille, où il ne risque pas d'avoir une majorité de pluie dedans. Et tout le reste de l'année, eh ben, c'est interdit. Ou que de Amar Batarachi, c'est confirmé par la suite de la Gemara, de Atia Keshmuel. Quand on a dit plus loin que ce qu'a dit Avoua de Shmuel correspond à l'autre enseignement de Shmuel, de Amar, En Amaï Metarin Bezochlin, et la Prat Beyome Tishri Bilvad. On a bien vu dans le deuxième enseignement de Shmuel, qui contredit le premier, et qui corrobore celui de son père. Qu'est-ce qu'il avait dit? En Amaï Metarin Bezochlin, l'eau ne peut pas purifier lorsqu'elle est courante, même dans un fleuve, et la Prat Beyome Tishri Bilvad. On a dit que en Tishri. Ça laisse bien entendre que dans tout le reste de l'année, c'est pas possible. Alors la question est simple, après il a dit Yom Nissan, il aurait dû dire toute l'année. Velonakat Yom Nissan, et là la Fouke Yom Tishri. Et donc quand on a dit Nissan, en fait il ne faut pas comprendre Nissan stricto sensu, c'est Nissan et tout le reste de l'année à part Tishri. Voilà ce que dit le Manda Amar en question. Qu'est-ce que le Ran va en penser? Il n'est pas d'accord. Ve'en ala shon noachli. L'expression de la Gemara ne me convient pas. Ça me paraît très forcé de dire que Nissan, ça veut dire toute l'année sauf Tishri. Nissan, c'est Nissan. Tishri, c'est Tishri. De havele le memar, avid le ou, mikvaot le bnate, koule shata, ou mafze beyome Tishri. Si c'était comme ce Manda Amar, la Gemara aurait dû s'exprimer complètement différemment. Elle aurait dû dire que le père de Shmuel, avid le ou, mikvaot le bnate, confectionnait des mikvaot pour ses filles quand koule shata, pas en Nissan. Si c'est toute l'année, c'est pas en Nissan. Il faut appeler un chat à chat. Donc il fallait dire toute l'année. Et les nattes en Tishri. Puisqu'en Tishri, on avait le droit d'aller dans l'Euphrate, d'après eux. Donc le pshak, il le récuse. Mais s'il le récuse, la question revient. Alors qu'est-ce qu'il y avait entre Nissan et Tishri et Nissan? Les fichar niré. Donc maintenant, le Ran va proposer son explication. C'est pourquoi, me semble-t-il, de Bnate de Avoua de Shmuel, les filles du père de Shmuel, Besitva, lo avu tovlot benahar, mishum tsina. Alors là, c'est donc un joker. Donc, c'est quoi Sitva? Vous savez ce que c'est Sitva? Sitva en araméen, c'est Stav en hébreu. Et Stav, c'est l'automne. C'est la saison d'automne, ça s'appelle Stav. Et 3 mois. Ouais, tout à fait. Il y a 4 saisons et 3 mois par saison. Donc le Stav commence en Tishri. Tishri, Cheshvan, Kislev. Après, il y a le Choref. Et donc, en Stav, en automne, oui, c'est ça, en automne, Lo hayu tovlot benahar. Elle se trempait pas dans le fleuve. Pas pour des raisons halachiques, mais mishum tsina, parce qu'il fait froid. L'eau est froide, dehors il fait froid. Donc elle ne pouvait pas aller dehors. Alors comment ils faisaient? Et là, b'mikvaot chez bebate'en, elles avaient un mikvé à la maison. Donc elles avaient de toute façon un mikvé à la maison. Et donc pendant la période de automne-hiver, il faisait froid, il n'était pas question de se baigner dehors. Enfin, les piscines n'étaient pas chauffées, donc on allait au mikvé à la maison. Pourquoi il ne s'est pas allé à la maison? Ça, c'est la question. On va voir. Ou il n'en parle pas de ça, il faudra qu'on réfléchisse, mais c'est une question que je me suis posée aussi. Mais d'abord, comprenons l'ensemble du système. Donc,
il n'a pas parlé de ce que faisait le père de Shmuel à ses filles pendant toute la saison de automne-hiver, pour la bonne raison que là, tout le monde savait qu'elles étaient, pour des raisons de confort, ils avaient un mikvé à la maison. Ou Beyom et Nissan, de Ravach Alma. Mais par contre, quand on arrivait au printemps, où il fait bon, c'est agréable d'aller dehors. Hayou matrilot litbol benaharot. Elle commençait à se tremper dans les fleuves. Parce que là on joignait l'utile à l'agréable. Alors, est-ce que, donc c'est ça peut-être la réponse à la question, pourquoi ils ne faisaient pas le mikvé? Pourquoi ne faisaient-elles pas le mikvé, continuaient-elles pas à faire leur mikvé à la maison? Alors, il y a deux solutions, j'ai pensé à deux solutions. Ou bien simplement pour le faire, parce que c'est plus agréable, si déjà il fait beau, il y a du soleil et tout, on fait bronzer, autant le faire à l'extérieur. Donc elles allaient à l'extérieur. Ou alors on peut même imaginer qu'il y avait d'autres contraintes, c'est que l'eau finissait par être sale au bout d'un certain temps. Et on n'avait plus de pluie quand on arrivait au printemps, il ne pleuvait plus. Donc c'était difficile de fabriquer un mikvé à la maison. On pouvait soit aller le fleuve, ou alors faire dériver le fleuve à côté du fleuve pour faire un mikvé, mais à côté du fleuve, on ne pouvait plus l'alimenter en eau de pluie. Ça, je me suis dit pour ajouter. Donc soit qu'elles en avaient assez de se tremper à la maison, soit qu'elles avaient envie de le faire dehors, c'est plus agréable, ou alors carrément c'était compliqué d'avoir un mikvé à la maison quand il ne pleut plus. Tant qu'il pleut, c'est pas un problème, il faut faire venir la pluie, mais quand il ne pleut plus, l'eau est vite sale, et c'est plus agréable de se tremper dedans. Ça peut être les deux raisons. Donc, qu'est-ce qui se passait? Ayam taken la en aviem, sham, bitrilat nissan. Alors, du coup, leur père, qu'est-ce qu'il faisait? Elles avaient envie de sortir. Papa, on a envie d'aller au mikvé dehors. Alors, il dit, vous ne pouvez pas aller dans le fleuve en Nissan. En Nissan, on est juste après la saison des pluies. Donc, la pluie est majoritaire, le fleuve n'est pas saoul. Donc, qu'est-ce qu'il leur faisait? Aya metaken la en aviem, sham, bitrilat nissan, mikvaot, sheayu tovlot baen. Donc, il leur confectionnait des mikvaot dans lesquels elles se trempaient, à Tishri, et ainsi jusqu'au mois de Tishri. Ou beyom Tishri, lo ayu tzrichi le mikvaot. Là, c'était plus la peine de leur faire un mikvé. Mishum de l'éka le mechashalot film. Quand on arrive à Tishri, donc il y a eu toute la période d'été qui a passé. Là, on est sûr qu'il n'y a pas une majorité d'eau de pluie. Et donc là, il pouvait leur permettre de se tremper dans le fleuve. Mishum de l'éka le mechashalot film, puisqu'il n'y a plus lieu de craindre qu'il y a eu de l'eau de pluie. Ou le fikar, aya metaken lahen, avihen. Là, vous avez le Aleph qui renvoie au Agaot. Vous avez vu Agaot mais Aleph Yud. Vous savez ce que c'est Agaot mais Aleph Yud? Il ne faut pas dire Agaot mais Eretz Israël. C'est Agaot mais Alfasi Yashan. Donc, c'est des annotations qui viennent d'une ancienne édition du Alfas, le Rif. Alfas, c'est le Rif. Donc, Umetaken la en avien, Maftse, et c'est là que en Tishri, leur père confectionnait ces fameuses nattes. On avait vu plus haut que ces nattes avaient le Ran avait expliqué plus haut les deux explications qu'on avait vues, vous vous rappelez? Soit on dit comme Rashi, c'était à mettre par terre pour ne pas que la boue vienne encrasser les pieds et empêcher de faire la bon mikvé, soit que c'était des nattes verticales pour faire par avant, pour être à l'abri des regards. Alors il ne revient pas dessus. Ou Ksheovrin Yomei Tishri, une fois le mois de Tishri passé, Kvarayu Chosrot Lidbo Bebatel Mishum Sina, du coup elle rentrait à la maison parce qu'il faisait froid. Donc selon le Ran, pourquoi on n'a parlé que de Tishri et de Nissan? Parce que on commence par en Nissan, comment ça se passe alors? En Nissan, on ne pouvait pas aller dans les fleuves. De Nissan à Tishri, on ne pouvait pas aller dans les fleuves parce qu'il y avait une crainte que l'eau de pluie soit majoritaire. Donc on était obligé de faire, leur papa leur dérivait un mikvé à côté, et là il n'y avait plus de problème. Il n'y a plus de problème de maïm lotfim majoritaire, parce que le maïm lotfim étant stagnant, du coup il n'y avait plus de problème. Quand arrivait le mois de Tishri, il n'y avait plus cette question, il n'y avait plus besoin de faire des mikvaot et de faire des dérivations, elles allaient carrément dans le fleuve, et on mettait juste des nattes
comme par avant, ou pour protéger les pieds. Et puis dès qu'on arrivait en Cheshvan, il faisait froid. Et là, elle rentrait chez elle à la maison. Donc du coup, quand on a dit Nissan, alors c'est à partir de Nissan et jusqu'à Tishri. Ensuite, Tishri, c'est Tishri stricto sensu. Et puis le reste de l'année, on n'en a pas parlé, parce qu'elle rentrait chez elle. Donc voilà la proposition du RAN. Donc sur un point qu'on n'avait pas affiné, qu'est-ce qu'on fait entre Nissan et Tishri, entre Tishri et Nissan. Donc là, entre Nissan et Tishri, c'était les mikvot. Quand on a dit mikvot en Nissan, c'est à partir de Nissan. C'est comme ça qu'il faut comprendre. À partir de Nissan, il faisait des mikvot jusqu'à Tishri où elle allait dans le fleuve. Et après, on n'en parle plus parce qu'on savait qu'elle rentrait à la maison. Ça va? Clair? On continue, donc, le deuxième paragraphe. Ve'yodea. C'est là qu'on est arrivé. Il faut que tu saches, chez Amrou, Amayan le ta'er bezochlin, ve'amikve bashboren, que cette règle principale dont tout découle ici, à savoir que la source, le fleuve, peut purifier même lorsque l'eau est courante, alors que le mikvé, c'est-à-dire l'eau de pluie, ne peut purifier que lorsqu'elle est stagnante. Ça veut dire quoi? Haïnou lomar, cela veut dire quand on a dit qu'un mikvé bashboren, ça veut dire uniquement, il faut rajouter uniquement. Quand on dit le mikvé purifie en eau stagnante, il faut comprendre, il ne purifie que en eau stagnante. Aval, mais par contre, amayan, metaer, ben bezochlin, ben bashboren. Donc il veut dire que ce n'est pas symétrique. Vous comprenez ce qu'il veut dire? On a dit, le fleuve, il purifie en eau courante et le mikvé purifie en eau stagnante. C'est pas symétrique, ou c'est pas identique. Parce que lorsqu'on parle du mikvé et qu'on dit le mikvé purifie en eau stagnante, c'est uniquement en eau stagnante et pas en eau courante. Mais quand on a dit que le fleuve purifie en eau courante, c'est même en eau courante, et à plus forte raison en eau stagnante. Qui peut le plus, peut le moins. Donc c'est ça ce qu'il veut dire. On n'a pas exclu le Mayan, lui il peut tout faire. Sinon c'est Avala Mayan, le Taher, Ben Bezochli, Ben Bashboren. Donc ça, dans les mots, on ne le sent pas dans les mots, mais il dit, on est obligé de comprendre comme ça. Pourquoi on est obligé de comprendre comme ça? De I Amrat, de En Amayan, le Taher et la Bezochli. Si on va d'après le sens strict des mots. Donc ça voudrait dire que quoi? Que la source ne peut purifier que courante. Et de Shmuel, alors comment le père de Shmuel arrivait à fabriquer des mikvaot pour ses filles en Nissan? Il n'y avait plus de pluie à ce moment-là. Donc comment il faisait? V'haya, mamshir, le tochan, meiprat. Donc la seule manière dont on peut concevoir qu'il faisait un mikvé, c'est dériver l'eau du Frat dans un bassin. Ou que Moshe Perchou Kolam Farshim. Et d'ailleurs, sur ce plan, il y a l'unanimité de tous les commentateurs. Zichronam Livracha. Et alors il dit, mais dans ce cas-là, Avelé le Mechashema Yirbu Zochlin à la notfi, mais on devrait craindre que l'eau courante naturelle, elle est majoritaire par rapport à l'eau de pluie. Et si tu me dis que l'eau courante ne peut pas purifier en eau stagnante, donc le mikvé est pas soul, ve'en metarim bashboren. Donc si la majorité est de l'eau courante, c'est le plus logique, si la majorité est de l'eau courante et que l'eau courante ne peut pas purifier en eau stagnante, eh ben, il ne pourrait pas faire de mikvaot. Et la vadaï, mais donc c'est bien sûr que de Amaram, que c'est comme nous l'avons dit. Donc là, il a tenu à... Nous, on l'avait compris comme ça aussi. Il a tenu à insister là-dessus. C'était pas évident dans les mots, mais là, c'est la logique qui nous oblige à comprendre que ce qui peut le plus peut le moins. Donc si le Mayan il purifie en eau courante, c'est bien entendu et bien sûr également en eau stagnante. Et là, Vadaï que d'Amaran. Odraya, il va amener plusieurs preuves. Il n'a pas qu'une, il en a plusieurs. Seconde preuve, Midotnan, Beperek Rishon de Mikvaot, du fait qu'il est enseigné dans la Mishnah
dans le premier chapitre du traité sur les mikvaot. Il y a écrit ainsi, le Ma'ala Me'en Mayan. Là-bas, la Mishnah, elle dit qu'il y a une gradation, il y a plusieurs sortes d'eau purificatrices. Il y en a les uns au-dessus des autres au niveau de leur capacité. Donc, au-dessus de tout, celui qui vient le plus haut, qui a la capacité la plus purifiante de tous, c'est Mayan. Le Ma'ala Me'en Mayan. Le Mayan vient au-dessus du mikvé. Pourquoi? Chez Memav Muatin, chez Ravu Alav Mayin Shouvi, Chavé le mikvé, le Ta'er Bashboret, ou le Mayan, l'Atbilbo Bekol Shehu. Donc, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ah non, alors j'ai mal lu. Le Ma'ala Me'en, au-dessus d'un stab mikvé, nous avons un Ma'ayan, chez Memav Muatin, une source, mais dont l'eau est minoritaire, chez Ravu Alav Maïm Shouvin, et on a mis davantage dessus de l'eau Maïm Shouvin qui a été puisée par la main d'homme. Quel est le statut? Chavé le mikvé, le Ta'er Bashborem. Il aura le même statut, donc ce mélange-là a le même statut qu'un mikvé et a la possibilité de purifier en eau stagnante, ou le Ma'ayan, et garde également la capacité du Ma'ayan, l'atbilbo bekol shehu, qu'on peut y tremper même s'il n'y a pas de quantité minimale. On n'est pas obligé d'avoir 40 sa'a. Le Ma'ala Me'em, au-dessus encore de cela, Mei Mouchin, une eau qualifiée de Mouchin. Qu'est-ce que c'est que ça? Klomar. Alors ça veut dire Melouchin ou Foshrin, une eau qui est salée et tiède. Shehen Betahrim Bezochlin. Donc il s'agit d'un Ma'ayan, mais Ma'ayan Mouchim. C'est une fontaine, c'est une source dont l'eau est salée et tiède. Et là, elle est encore au-dessus de la précédente parce qu'elle peut purifier en eau courante. Ou Bevadaï, il est bien sûr, Haïnou Shemetarin Afilu Bezochlin, que lorsqu'il dit que ça va purifier, cette eau-là, elle peut purifier en eau courante, ça veut dire même en eau courante. De ilo, parce que si tu me dis non, c'est seulement en eau courante et pas en eau stagnante, maï le malaméen, alors en quoi il est supérieur au précédent? Acha bechad gavna metare, vacha bechad gavna metare. Ici, il ne peut purifier que d'une façon, l'autre ne peut purifier que d'une autre façon, donc ils sont à égalité. Pourquoi tu dis qu'il est au-dessus de lui? Donc on voit que lorsqu'on dit qu'on peut purifier qu'en eau courante, ça sous-entend toujours, et aussi, encore mieux, sur de l'eau stagnante. Ve'od, encore une preuve. Ditnan, la Mishnah enseigne. Kol hayamim metarim ke mikvé. Toutes les eaux peuvent purifier comme un mikvé. Kol hayamim, pas kol hamayim, kol hayamim. Kol hayamim, c'est-à-dire les mers. Les mers purifient comme le mikvé. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est Rabbi Meir qui dit que les mers ont un statut de mikvé, parce que la Torah, elle a dit le mikvé hamayim karayamim. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé par cet avis, il dit kol hayamim metarim bezochlin. Rabbi Yossé dit non, c'est pas comme vous dites, les mers peuvent purifier en eau courante. Ou bevadaï, Rabbi Yossé av bezochlin amar. Là encore, on est obligé de dire que quand Rabbi Yossé dit bezochlin, il veut dire même quand l'eau est courante. De ilo, parce que si c'est pas son intention était de dire uniquement les ochlim, l'eau avelait le mémar, l'eau avelait le mémar, elle me t'arrive, et la bezochlim. Non, pardon, j'ai mal lu. De ilo, virgule, parce que sinon, si c'était pas ça son intention, et son intention c'était qu'ils peuvent pas être metaher bashboren, avelait le mémar, et me t'arrive, et la bezochlim. Que non, c'est pas comme tu dis, la mer ne peut purifier que dans Zochalim. Toi tu dis que c'est dans Ashboren, et moi je dis que dans Zochalim. Et puisqu'il n'a pas dit ça, il a dit la mer est meter Zochalim, et la Vadaï, c'est bien sûr Mishum de Sfirale, c'est parce qu'il pense de Yamim Nilou Kemayan, que comme les mers sont leur statut est exactement celui d'un fleuve, Amar de Metahir B'Cholinian, il veut dire qu'on est Metahir. Que la mer, comme le fleuve, il est metaher de toutes les façons, c'est-à-dire eau stagnante et eau courante. Encore une preuve, rendez compte le nombre de preuves qu'il a mentionné ici.
Ditna Masechet Para, le Perek Shishi, il y a une Mishnah dans le traité Para au 6e chapitre, Amefane Ma'ayan, le Tochagat, celui qui dérive une source, un fleuve dans un bassin, Pesoulin Lazavin, Vlametzoraïn ou le Mechatat. Ça lui fait perdre en quelque sorte le statut de Ma'ayan et ça ne permet plus de purifier ni les personnes qui sont qualifiées de Zavin, ni les lépreux, on arrive dans le Parashat Tazria, ni le Mechatat, ni l'eau lustrale. Alma, sous-entendu, donc, le Sha'ar Kol Adam, les autres personnes, Kacher, ils peuvent se purifier. Afalpi Shei Ashboren, alors qu'on parle ici d'une eau de fleuve dérivée dans un bassin qui est donc stagnante. Et malgré tout, on dit que c'est juste le Zav, le Metzora et le Mechatat qu'on ne peut pas purifier, et les autres, on peut les purifier. Donc là, il y a vraiment un amoncellement de preuves pour quelque chose que nous, on l'a étudié, on l'avait admis sans le démontrer, c'est que si le Ma'ayan, il est omnivalent, il peut tout faire, lui. Et donc, quand on dit qu'il purifie Bezochlin, il purifie Bezochlin, mais encore mieux B'Ashboren. C'est plus facile B'Ashboren que Bezochlin. Donc, si on dit, partout on a dit qu'il est Beter Bezochlin, il est Beter aussi B'Ashboren. Mais toute cette insistance, parce que c'est qu'on aurait pu poser le contraire. On aurait pu dire, il y a c'est un choix ou Ashboren ou Zochlin, mais pas les deux ensemble. Et donc, on a démontré que c'est les deux ensemble. On va marquer. Plurivalent. Polyvalent. Oui, ça n'existe pas ?